Merci beaucoup à Linda Pagani pour cet exposé très synthétique et très remarquable des travaux qu'elle conduit maintenant depuis presque 20 ans, depuis 15-18 ans, avec une constance, une régularité et des intérêts. Donc je me présente, je suis un peu l'invité surprise, je m'appelle Daniel Marcelli, je suis professeur de psychiatrie de l'enfant et de l'adolescent et je suis également président de la Société française de psychiatrie de l'enfant et de l'adolescent. Et si j'ai été invité par Madame Lefebvre et par cette association, c'est parce que j'ai sorti dans le Monde daté de mercredi 2 mai, dans le supplément Sciences et Médecine, un grand entretien consacré à ce que j'ai appelé un syndrome neurodéveloppemental nouveau, le syndrome neurodéveloppemental nouveau que j'ai appelé exposition précoce et excessive aux écrans. EEP, exposition précoce et excessive aux écrans, chez les tout-petits. Les tout-petits, c'est-à-dire entre 5-6 mois, pratiquement l'âge où ils commencent à attraper un smartphone, puisque c'est souvent de cela dont il s'agit, et 4-5 ans, disons 4 ans, âge où ils commencent à parler. Et donc, dans cet exposé, je ne parlerai strictement et exclusivement que des tout-petits. Je ne parlerai pas de la suite. Donc c'est certainement parce que j'ai publié dans Le Monde ce long entretien que j'ai été invité aujourd'hui un peu en urgence. Et c'est à ce titre-là que j'interviens également en tant que président de la Société française de psychiatrie de l'enfant et de l'adolescent. Et j'ai de ce point de vue-là l'accord de mon conseil d'administration. Madame Pagani vient de nous présenter quelque chose de tout à fait remarquable et elle l'a bien dit à la fin. Évidemment, son étude a commencé, il n'y avait que la télévision et uniquement la télévision, ce qui fait la force de son étude, mais aussi sa limite. Et elle a étudié à partir de 29 mois, chez des petits de 29 mois. Là, nous, maintenant, la situation est totalement nouvelle et je dirais qu'à ma connaissance, il n'y a pas d'étude équivalente à celle de Madame Pagani portant sur les enfants entre 6 mois et 3 ans, 4 ans, avec l'impact de ces multi-écrans qui sont arrivés. Aujourd'hui, tous les professionnels de la petite enfance, sans exception, tous, aussi bien du champ éducatif, les enseignantes de maternelle que les puéricultrices, les auxiliaires de puéricultrices dans les crèches, les haltes de garderie, que dans les milieux professionnels, les centres médico-psychologiques, les pédiatres, les médecins généralistes, évidemment les pédopsychiatres, tous les cliniciens font remonter de manière unanime l'émergence de difficultés et de troubles augmentant chez les enfants. Avec ces troubles, eh bien, ils sont en gros des difficultés de communication, avec très souvent des retards de langage qui sont de plus en plus importants, avec des prosodies. Les prosodies, c'est la musique de la langue. Des prosodies qui sont bizarres, chantantes, parfois des mots étrangers, des mots anglais, voilà, des choses qui sont très étonnantes dans le langage. Donc c'est retard de langage, retard de communication, les enfants semblent maladroits dans la communication, des difficultés comportementales, agitation, instabilité, difficulté de s'intéresser aux jeux de l'âge normal, les jeux de construction, les jeux de poupées, enfin les jeux de hocher, les objets des petits-enfants, voire même relatif manque d'intérêt pour les objets transitionnels, le nanin, le doudou, comportement volonté agressif, déchirer, jeter, cris, etc., etc. Et évidemment, difficulté de relation avec les autres du même âge, pour les plus grands, c'est-à-dire ceux qui ont 2 ans, 2 ans et demi, difficultés relationnelles, etc. Et ces comportements peuvent même aller jusqu'à des allures de stéréotypie, de flapping, des refus d'entrer en contact par le regard, etc., etc. Tous ces comportements inquiétants ont fait évoquer pour certains des comportements d'allure entre guillemets pseudo-autistiques ou d'allure autistique, et ça pose de vrais problèmes. Je remercie Madame Pagani d'avoir évoqué dans les conséquences au très long cours, puisque c'est 13-14 ans plus tard, au très long cours, les conséquences d'une surexposition à la télévision. Et elle nous a montré quoi, au fond?
trois grands types de troubles. Bon, je passe sur les troubles physiques, obésité, etc. Les autres, les troubles cognitifs, difficultés dans les mathématiques, dans le français, dans la construction des cognitives, on va dire, mais aussi d'importants troubles dans les relations. Et elle a beaucoup centré cela autour de la question de la mutualité du regard et de l'engagement du regard. Il se trouve que personnellement, j'ai écrit un livre il y a déjà une dizaine d'années sur la question du regard chez l'enfant, que j'ai appelé « Les yeux dans les yeux, l'énigme du regard », et montrer comment la mutualité du regard et la capacité à se regarder dans les yeux était un élément essentiel de notre socialisation. J'y reviendrai. Donc on le retrouve. Les yeux dans les yeux, l'énigme du regard. Bon, si vous voulez vraiment, vous faites sur Internet mon nom, Google, et vous trouverez les ouvrages. Voilà, Albin Michel. Bon, voilà. Donc, mais je ne veux pas faire trop de pub, c'est simplement parce que c'est un élément essentiel qui a évoqué Madame Pagani et sur lequel je reviendrai. Alors, donc, ce syndrome que j'ai appris sur exposition aux écrans, quand effectivement les cliniciens interrogent les parents sur le temps que le tout petit passe devant les écrans. Alors, comme c'est bien souligné, maintenant, c'est une multitude d'écrans. Le plus important, c'est le smartphone, mais il y a aussi les petites tablettes de jeux, il y a aussi les petites consoles, il y a aussi les iPads, il y a aussi les écrans d'ordinateur. Enfin bon, vous connaissez tout cela. Et aujourd'hui, le petit enfant est mis en présence de tous ces écrans, pas seulement les siens, mais aussi ceux des parents, que le parent prête à l'enfant, et aussi ceux, n'oubliez jamais, des grands frères et des grandes sœurs qui donnent l'écran, leur jeu, donc quand ils ont 4-5 ans, qui donnent ça aux petits enfants. Donc un temps considérable aujourd'hui, du temps d'éveil des tout petits, est passé devant ces écrans. Et quand les cliniciens, en présence des symptômes que j'ai évoqués chez un enfant de 10 mois, 12 mois, 18 mois, eh bien, effectivement, pose la question des écrans, on s'aperçoit que ces enfants passent parfois un temps considérable. Et un des symptômes, effectivement, c'est dès que l'enfant est privé d'écran, il proteste, il crie, il tempête, il réclame, il insiste, et il finit par obtenir son écran. Car, ô magie extraordinaire, quand l'enfant, dès qu'il est tout petit, a un écran, il est sage comme une image. Il est sage comme une image. Le problème, c'est qu'un enfant, ça n'est pas une image. Ça n'est pas une image. Et si vous regardez un enfant de 10-12 mois devant un écran, c'est très intéressant. Il a les yeux, le haut du visage, les yeux grands ouverts, il regarde fixement, il est comme hypnotisé, capté. Ses yeux sont quasiment captés, hypnotisés. Et chose intéressante, le bas de son visage est souvent un peu perplexe, la bouche à moitié fermée, immobile, peu expressif. Je dirais que c'est le contraire du visage animé, joyeux, rigolant, la bouche ouverte, l'ébauche de sourire, d'un enfant qui est en interaction avec un adulte qui est en face de lui. Interaction qu'on appelle soit l'attention partagée, soit l'attention conjointe, j'en dirai 2 mots éventuellement. Et donc ce visage-là, hyper concentré, les yeux fixés, captés, collés, grands ouverts comme ça, presque exorbités, et une bouche fermée, un bas de visage immobile. Ce sont exactement les mimiques que nous avions retrouvées avec une collègue qui s'appelle Jacqueline Nadel dans un protocole expérimental qu'on avait appelé la vidéo directe différée avec une désynchronisation interactive. Alors qu'est-ce qui se passe? Et je voudrais donner quelques éléments de réflexion sur ce qui se passe à ce moment-là pour ces petits. D'abord, il faut bien prendre en considération que chez ces tout petits, le temps d'éveil et le temps d'interaction avec l'autre est assez réduit et que les écrans, smartphones en particulier, viennent prendre de manière considérable sur ce temps d'éveil et sur son temps d'interaction. Les écrans sont donnés dans la poussette, dans la salle d'attente, dans la voiture, dans le train, à la maison, pour manger, pour dormir, pour s'endormir, je veux dire.
etc., etc. Et l'écran devient quasiment un compagnon de vie, qui devient un temps considérable du temps passé. Alors, qu'est-ce qui se passe pour cet enfant? Je dirais que les écrans, tous ces écrans réalisent il y a 4 entraves qui vont se produire. La première, chez un enfant de quelques mois, 8, 10, 11 mois, il faut bien prendre conscience qu'à cet âge-là, c'est l'âge qu'on appelle l'âge de la référence sociale. Les enfants sont particulièrement intéressés par ce qui intéresse l'adulte. Chaque fois que l'adulte a un objet qui l'intéresse, l'enfant est intéressé par cet objet. Au fond, l'enfant est naturellement porté par l'intérêt de l'adulte et ce à quoi s'intéresse l'adulte. Eh bien évidemment, quand les adultes aujourd'hui, car il faut quand même dire cela, quand les adultes aujourd'hui en présence d'enfants passent un temps considérable avec leur écran, car les adultes eux aussi sont devant leur smartphone, eh bien le smartphone est pour l'enfant, le petit enfant, un objet mystérieux et magique qui attire l'attention de l'adulte. Donc par ricochet, ça attire son attention. Donc j'ai envie de dire, avant même que le smartphone soit ouvert devant ses yeux, déjà, l'enfant est capturé par l'intérêt du smartphone. C'est ça qu'il faut bien comprendre. Les enfants s'intéressent et investissent d'intérêt ce à quoi l'adulte s'intéresse et a investi d'intérêt, en particulier autour de l'âge de 12, 18 mois, 20 mois. Donc il y a déjà une puissante attractivité. Tous les parents, tous les jeunes parents le disent, mais il le réclame, il n'arrête pas de demander le smartphone, il le veut. Il faudrait quand même se poser la question, pourquoi les petits-enfants sont à ce point attirés? Ils ne sont pas attirés par n'importe quoi, c'est parce que précisément, ils sont attirés par ce qui attire les adultes. Premier point. Et ça c'est important parce qu'avant même que l'écran soit allumé, déjà, il y a une forme de surinvestissement. Deuxièmement, quand l'adulte est devant l'écran, il est occupé à son écran. Il répond au SMS, il a un jeu, il est au téléphone, il parle au téléphone, il est accaparé par la conversation au téléphone, il est devant les dernières informations, le dernier buzz, les résultats de son blog. Et le petit enfant qui est dans sa poussette ou à côté de lui, qui est intéressé par le spectacle, appelle le parent, veut lui montrer quelque chose. Ça s'appelle le moment du pointage. L'enfant pointe du doigt ce qui l'intéresse et cherche l'attention de l'adulte. Je l'ai vu à plusieurs reprises dans des espaces sociaux, dans le métro, dans les trains, dans les enfants qui font des efforts pour attirer l'attention de l'adulte et l'adulte est totalement occupé par son écran. Et c'est très intéressant, vous voyez l'enfant essayer 1 fois, 2 fois, 3 fois et au bout de 3 fois, qu'est-ce qu'il fait? Il renonce. Il se détourne, parfois il s'affale, parfois il se met à rêver. Ah ben voilà, oui, il a les yeux qui plafonnent et il part ailleurs. Donc l'écran produit du côté de l'adulte une désynchronisation interactive, car effectivement, il ne répond pas aux sollicitations de l'enfant. Et cela, bon, ça existe dans la vie courante. Tout adulte dans la vie courante est occupé à un truc, l'enfant l'appelle, il ne répond pas. Mais c'est une fois de temps en temps. Et d'ailleurs, souvent, l'adulte prend conscience et revient. Tandis que la captation de l'écran, que l'écran opère aussi sur l'attention de l'adulte, détourne celui-ci et entrave sa disponibilité relationnelle au petit. Et regardez quand on est dans une poussette, quand il n'y a pas d'écran, la maman est disponible. Je dis la maman, je pourrais dire aussi le papa, la nourrice. L'adulte est disponible à l'enfant. Il s'intéresse, il regarde l'enfant, il communique sur le monde. Ah, t'as vu là, oh oui, le petit chien, etc. S'il y a un écran, c'est fini, ça n'existe plus. L'enfant est seul dans sa poussette. Et ça, c'est fondamental. Donc il faut bien prendre conscience de ça parce que l'écran, il agit sur l'enfant, certes, comme je vais le dire maintenant, mais il y a en deçà de cette action, il y a la place de l'écran dans la vie de l'adulte avec l'enfant. Ça pose des vrais problèmes de santé publique et des vrais problèmes de problématiques, je dirais, politiques au sens général du terme. Maintenant, j'en arrive aux actions sur l'enfant lui-même. L'écran est allumé. L'écran est devant, il a son petit smartphone que le parent lui a prêté parce que l'enfant proteste, crie
Et je vois de plus en plus souvent de parents qui donnent le smartphone pour être tranquille, pour que l'enfant soit calme, pour qu'il ne proteste pas, pour qu'il attende calmement. Et effectivement, alors, dès que l'écran est allumé, qu'est-ce qui se passe? L'œil humain est puissamment attiré par le mouvement. Dès qu'il y a un mouvement à 15-20 cm de l'œil humain, dès la naissance, le mouvement est un attracteur puissant de l'œil humain. Nous sommes des carnassiers, donc nous sommes habitués à suivre des proies, mais aussi on peut, quand il y a quelque chose qui passe vite dans notre champ, on va fuir. Donc le mouvement a toujours été quelque chose qui attire notre œil. Et je dis notre œil et pas notre regard. C'est la fonction visuelle dont je parle en ce moment. Eh bien, effectivement, l'écran, du fait que ça bouge tout le temps, ça remue, ça zigzague, l'écran a un pouvoir attracteur puissant sur l'œil. Et le petit, il est littéralement, ses yeux sont captés par ses mouvements, par ses images, par sa bouge, par ses couleurs, etc., etc. Même si ça n'a pas de forme, je dirais d'autant plus ensuite qu'il y a des petits personnages et des êtres d'allure humaine qui sont un attracteur encore plus puissant. Donc il y a vraiment une captation du regard. Je fais souvent, et je l'ai évoqué dans l'entretien publié dans Le Monde, le parallèle entre un enfant qui regarde une histoire sur son écran et un enfant qui regarde une histoire avec son parent sur un album, sur un livre. Qu'est-ce qui se passe? Le parent, devant son album, montre les images, commente et parle. Il parle, il raconte, tu as vu là, regarde la souris, tu as vu le petit ours, tu as vu grand ours, etc. Il raconte l'histoire, tu as vu comme il est grand, etc. L'enfant regarde et de temps en temps, en particulier quand on tourne les pages, le regard de l'enfant s'échappe. Il part. Et le parent le regarde, voilà, il voit que son enfant est parti, il le laisse pendant 5 secondes, 10 secondes, 15 secondes. Puis au bout de 5, 10, 15 secondes, il dit « Hé, là, regarde là, t'as vu là, regarde, t'avais pas vu la petite souris ?» Il le ramène sur un petit détail et il le ramène sur son attention, sur l'objet. Image qui est fixe, puisque c'est un album. Qu'est-ce qui s'est passé pendant ce temps? Le parent centre l'attention de l'enfant, je dirais l'attention visuelle de l'enfant, sur les images. Mais de temps en temps, l'attention de l'enfant s'échappe. Mais il s'échappe pourquoi? Il s'échappe pour penser et rêver à ce qu'on lui est en train de le raconter. Et il investit la pensée évocative, l'attention évocative. Il y a deux types d'attention. Il y a l'attention perceptive au visuel, celle qui me stimule les yeux, et il y a l'attention évocative, l'intérêt que je prends à ce qu'on est en train de me raconter. Et l'histoire que je commence à me raconter dans ma tête. Eh bien, quand on raconte une histoire avec un album, on stimule les deux types d'attention, l'attention perceptive au visuel et l'attention évocative en même temps. Quand l'enfant est devant l'écran qui lui raconte exactement la même histoire, l'enfant est scotché et fixé au niveau de son regard. Et l'écran a cette force d'entraver le détournement du regard pour être dans l'attention évocative, dans la pensée. C'est-à-dire que l'écran réalise ce paradoxe absolu que vous voyez avec tous les petits-enfants qui sont, entre guillemets, sages comme des images quand ils sont devant un écran, incapables de s'en détourner, et dès que l'écran est éteint ou dès qu'on leur enlève l'écran, ils courent dans tous les sens, ils ébulonnent et ils sont dans une inattention permanente, comme s'ils n'avaient pas investi cette capacité d'attention évocative, ce que j'appellerais l'attention psychique, l'attention mentale, qui n'est pas du tout la même chose que l'attention sensorielle. Le développement de l'attention demande ces deux temps-là, plus le temps de la capacité du parent à dire « regarde là, tu vois là la petite souris », c'est-à-dire de centrer l'attention sur un détail pertinent, significatif, alors que devant l'écran, il est devant une agitation permanente. Ça, c'est le premier point. Et le deuxième point, en même temps, les écrans bavardent. Ils bavardent en permanence. Mais il bavarde dans un flot de paroles qui n'a aucune synchronie avec la parole de l'enfant. Et regardez bien, un enfant qui regarde un écran, il est muet. Il est muet. Pourquoi il est muet? Parce qu'il n'est pas porté prosodiquement
par la synchronie prosodique du langage. Il n'y a pas la même chose que le langage parental. Car le parent, tu as vu là, hein, tu as vu? Ah oui, oui, ouais, voilà. Le parent soutient la prosodie de l'enfant et permet, alors que l'écran rend l'enfant muet. On ne doit pas s'étonner qu'il y a des troubles du langage, car la synchronie prosodique du langage chez le petit enfant, c'est là-dedans que va s'installer la capacité langagière ultérieure. Donc, première chose, au niveau de l'attention, l'écran entraîne des perturbations graves de l'attention, avec un surinvestissement de l'attention perceptivo-sensorielle, nourrie en permanence par des flots de stimulation. Et dès que l'enfant est privé de ces flots de stimulation, il y a un défaut d'investissement de l'attention mnésique, de l'attention psychique, de l'attention que j'appelle évocative. C'est la capacité de se raconter une histoire. Et l'enfant zébulonne parce qu'il est comme en manque d'hyperstimulation sensorielle. Donc il y a ce paradoxe permanent. Car quand même, quand on dit que ces enfants sont des enfants hyperactifs, pourquoi ne dit-on pas aussi qu'ils sont particulièrement concentrés et particulièrement immobiles quand ils sont devant un écran? Il y a quand même un paradoxe là. Ben, il faut quand même réfléchir à ce paradoxe et en tirer des conséquences. Deuxième conséquence chez l'enfant, donc on a vu le fait que l'enfant est attiré par ce qui attire l'adulte dès la plus petite enfance. Deuxièmement, l'adulte est rendu indisponible par sa propre attention sur les écrans et ne répond pas aux sollicitations de l'enfant. Chez l'enfant, il y a des perturbations au niveau de l'attention et il y a maintenant, quatrième niveau, de très graves perturbations au niveau de la synchronie interactive. L'écran est un poison de la synchronie interactive qui est entre 1 an et 2 ans et demi, 3 ans, 4 ans, qui est la base même de la relation humaine ultérieure. La synchronie interactive, elle a été bien démontrée depuis de nombreuses années par plein de chercheurs. Je pourrais vous dire Trevarthen, Stern, etc. Stern est le plus connu d'entre eux, qui a bien décrit ce qu'il appelle l'accordage. L'accordage affectif, c'est-à-dire cette capacité qu'ont la mère et l'enfant, ou le père, enfin l'adulte et l'enfant, à être dans une espèce d'imitation réciproque. Par exemple, le petit enfant fait une ébauche de sourire. Le parent en face de lui fait un sourire plus important et l'enfant répond par un sourire encore plus important. L'enfant pédale des jambes et le parent, en s'approchant de lui, a des mouvements de la tête qui sont exactement synchronisés avec les mouvements de pédalage de l'enfant. Donc cette synchronie interactive, elle était parfaitement décrite depuis pratiquement une trentaine d'années. Elle est à la fois mimique, les expressions du visage, prosodique, la tonalité elle est gestuelle, les petits gestes comme ça, les mouvements des mains, elle est motrice, elle est tonique, au niveau du tonus, etc. Et il y a donc un accordage extrêmement subtil entre mère et entre parents et enfants. Et quand on demande aux adultes pourquoi ils font ça, d'abord ils n'en ont en général pas conscience, et quand on le leur montre par écran de télévision interposé, comme quoi l'écran de télévision est quand même de temps en temps intéressant, ils répondent tous, c'est pour être avec l'enfant, pour partager avec lui les choses, pour partager mes émotions. Et il est probable que la synchronisation interactive est un élément essentiel de la capacité à savoir gérer ses émotions. Le dernier DSM nous a sorti les troubles de la gestion des émotions. Je pense effectivement que ces troubles seront d'autant plus importants aujourd'hui que les écrans seront massivement utilisés, parce que je pense que ce sont des poisons de cette interaction synchronisée. Alors, arrivons à ce petit enfant. Ce petit enfant, il était en train de regarder quoi? Il regarde des personnages, il regarde des images qui n'ont aucune synchronisation avec lui. C'est des personnages qui zébulonnent, et donc il n'est pas soutenu par l'interaction. L'interaction mimique, de même que l'interaction langagière. Et il est tout le temps dans cet élément-là. Et donc les écrans provoquent une désynchronisation interactive chronique et durable. Et cette désynchronisation chronique, interactive et durable, elle a des effets graves. En effet, chez ces enfants qui sont surexposés aux écrans, c'est tout petit,
c'est tout petit. Si on arrête cette surexposition, on s'aperçoit en quelques semaines d'une disparition des symptômes et d'une amélioration. L'enfant se remet à devenir joyeux, ludique, s'intéresse aux objets, reprend la relation, arrive à regarder dans les yeux, etc., etc. Mais hélas, si cette surexposition aux écrans dure au-delà de 2 ans et demi, 3 ans, 4 ans, plus ça va durer, plus l'arrêt des écrans n'aura que des effets modérés, avec la persistance de troubles relationnels, de difficultés de contact, voire installation du détournement du regard, etc., etc. Et effectivement, si cette persistance de l'exposition aux écrans persiste, eh bien, on peut craindre l'installation de syndromes qui vont au-delà d'un syndrome neurodéveloppemental temporaire, qui est ce fameux EP, mais qui peut s'installer dans un syndrome durable d'allure autistique. Car ce qui a été évoqué, c'est bien cela. Donc je pense que les écrans sont un véritable perturbateur environnemental chez les tout-petits, au même titre que certains perturbateurs environnementaux que l'on décrit actuellement, et il faut en prendre conscience. Pour autant, est-ce qu'il faut supprimer les écrans? Je l'ai dit et je le repersiste, je suis hostile à toute suppression totale. Ça n'a pas de sens, ça n'est jamais efficace. Il faut entrer dans une pédagogie des écrans. Une pédagogie des écrans avec les parents et avec les enfants. Pour les tout-petits, on devrait recommander aux parents, quand ils sont en situation d'interaction avec l'enfant, de ne pas utiliser leurs écrans, de se frustrer, et je fais exprès de dire cela, de se frustrer de l'usage d'écran. Avoir un écran de manière chronique et répétée avec son petit enfant, c'est une entrave à la disponibilité de l'adulte. Et il faut le dire. Il faut le dire clairement. Donc effectivement, quand vous êtes avec votre tout-petit, fermez votre portable et votre tout-petit est plus important que votre portable. Et le besoin relationnel de votre tout-petit est plus important que votre portable. Il faut le dire et le répéter. Ensuite, effectivement, avec le tout-petit, je pense que de temps en temps, le parent et l'enfant, ensemble, avec un enfant de 12 mois, 18 mois, peuvent éventuellement regarder une petite séquence pendant 5 minutes. Une petite séquence, une historiette, etc. Et ensuite, on éteint l'écran, et ensuite, l'adulte et l'enfant jouent à remimer ce qui s'est passé sur l'écran, de façon à se servir de l'écran comme d'un album, mais en 2 temps. Et dans ces cas-là, le parent reprend la main sur l'écran et réintroduit la relation interactive. Et ce temps-là de réintroduction de la relation humaine devrait être 4 à 5 fois supérieur au temps passé devant l'écran entre l'enfant et le parent. Dans ces conditions-là, je pense qu'on peut arriver avec des écrans, d'une part, à apprendre à un enfant ce qu'aucun adulte aujourd'hui ne sait, c'est la capacité à se détourner de la stimulation perceptive de l'écran. Tous, vous le savez, quand on est devant nos écrans, on est scotché, on ne peut pas s'en détourner. Eh bien, il faut qu'aujourd'hui, on apprenne ça aux tout-petits. Parce qu'effectivement, si tout petits, ils apprennent que c'est vachement intéressant ce qu'on regarde, mais après, je parle avec maman et c'est encore plus intéressant ce que je dis, eh bien, j'apprendrai aussi à me détourner de l'écran pour investir l'espace de pensée et pas seulement pour être dans la perception sensorielle. Donc, il y a une vraie pédagogie dans laquelle on doit entrer. Et c'est une pédagogie qui est un mélange de limites et de frustration, y compris du côté des adultes. Il n'y a pas que les enfants et les petits-enfants qui ne doivent pas avoir d'écran. Ça m'agace. Comme si les adultes pouvaient en face de faire ce qu'ils veulent. Eh bien non. La responsabilité d'avoir un petit enfant, c'est qu'on doit être disponible pour lui. Et donc, à côté de ça, il y a une utilisation intelligente des écrans. Je prône donc pour cet engagement dans une pédagogie nouvelle, en sachant les dangers des écrans. Donc le trouble exposition précoce et excessive aux écrans est un nouveau trouble neurodéveloppemental qui entrave puissamment les capacités d'attention du petit et les capacités d'interaction synchronisée et le besoin d'interaction synchronisée. Donnant effectivement ce que Linda Pagani a parfaitement décrit par la suite. Et c'est d'autant plus important que c'est à la période où ces interactions synchronisées se construisent, ces interactions synchronisées faisant le lit de ce qu'on appelle l'empathie et la théorie de l'esprit. L'empathie et la théorie de l'esprit, elles sont précisément basées
sur la capacité de partage émotionnel, cognitif et empathique avec l'autre. C'est de cela que le tout petit est privé quand il est dans cette surexposition. Je ne suis pas un fanatique de l'abstinence, mais je pense qu'il y a là quand même des risques suffisamment importants. Si j'ai fait cette tribune, c'est parce que je suis intervenu car ce débat était pollué par la question de l'autisme. Et un auteur, donc Annelise Ducanda, qui avait mis sur YouTube cette émission, a eu la maladresse de trop mettre en avant la question de l'autisme, et elle s'est fait taper dessus de manière extrêmement violente par certains parents d'autistes, pas par tous, par certains parents d'autistes. Les parents d'autistes sont d'autant plus en colère ou ont le sentiment qu'on les accuse que les écrans rendent les enfants autistes calmes et paisibles. Et de ce point de vue-là, les enfants autistes sont comme les autres. Devant un écran, ils se taisent. Et ils sont tranquilles. Et ils aiment même encore plus les écrans. Et il y a de plus en plus maintenant d'institutions qui, devant les enfants autistes ou autres, donnent des écrans aux enfants. Tout petits. Eh bien, permettez-moi de vous dire que je ne sais pas si on fait du bien à ces enfants. Je ne sais pas si l'écran chez ces enfants n'a pas la même fonction que les neuroleptiques et les antipsychotiques chez les adultes ultérieurement. Je pense que c'est des questions, je ne réponds pas à cette question, mais je pense qu'on doit se la poser. On doit se la poser. Je n'ai pas la réponse et des recherches doivent être entreprises. Et je trouve inacceptable que certains parents d'autistes interdisent tout discours et interdisent, par exemple, la présence de la personne dont je viens de parler, Madame Ducanda, dans cette salle, au seul prétexte qu'elle s'est permise de dire que ces syndromes, cet abus d'écran, pouvaient donner des signes d'allure autistique. Je trouve qu'il y a là quelque chose qui n'est pas acceptable et qui, en plus, est une maltraitance grave à l'égard de l'ensemble des autres enfants. C'est la raison qui m'a amené à intervenir pour tenter de clarifier le débat. J'espère que des études, telles celles de Linda Pagani, pourront être entreprises chez les tout-petits, parce que c'est urgent et nécessaire, de façon à ce que le débat ne soit pas passionnel, mais que le débat soit raisonné, raisonnable et argumenté. Je vous remercie.